Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Lilian. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance? Alors, pour moi, la performance, je dirais que c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à exploiter leurs ressources et ou à exploiter des ressources extérieures, elles peuvent être humaines, technologiques ou autres, pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Ok, top. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, où tu as étudié, tout ça? Ouais. Alors c'est pas hyper sexy, désolé d'avance. Donc moi j'ai fait tout mon cursus universitaire à Nantes, licence entraînement sportif, master on va dire entraînement sportif. Ensuite j'ai fait donc un doctorat à Nantes Université aussi, enfin l'UFR STAPS de Nantes Université. Voilà, et puis ensuite après mon doctorat, j'ai été recruté à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. J'étais chercheur en biomécanique là-bas. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et demi. Et puis ensuite j'ai été recruté, je suis revenu à Nantes pour un post-doctorat. Donc c'est un contrat 100% recherche. C'était dans le cadre d'un consortium international qui avait été créé sur donc avec différents kinés spécialistes en bioméca, physio. L'idée c'était de mieux comprendre l'étiologie des troubles musculo-squelettiques avec un focus un peu plus sur la tendinopathie d'Achille. Donc j'ai fait ça 2 ans et puis ensuite j'ai été recruté maître de conférence à Nantes. Donc Okay. Petit Lu quoi, le produit nantais quoi. Ouais. Petit made in Nantes. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est top. Ouais, exactement. Et ton doctorat, il portait sur quoi? Donc la thèse, elle s'intéressait à l'évaluation musculaire de patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc là, on est très très loin de la performance sportive en tout cas. Et en fait, l'idée c'était de proposer des méthodes d'évaluation qui étaient adaptées aux caractéristiques de ces patients, parce que très souvent, entre 8 et 10 ans, ils sont même plus capables de soutenir le poids de leurs membres. Ils perdent la marche à peu près à ces âges-là. Et l'idée, c'était de proposer des méthodes d'évaluation musculaire qui étaient finalement adaptées à leurs caractéristiques et qui étaient locales pour pouvoir quantifier l'effet de futures thérapies locales administrées à ces patients. Donc c'était l'objectif. Donc j'ai fait on va dire plusieurs études pour mettre à l'épreuve les approches sur les sujets sains. Ensuite on les a appliquées sur les patients pour décrire en aigu ce qui se passait chez eux avec des patients de différents âges. Donc c'est un peu en lien avec le stade de la maladie. Et puis après on a retesté 1 an plus tard pour voir si les variables qu'on avait mesurées, elles étaient sensibles à la dégénérescence induite par la maladie. Ok, balèze. Et du coup, vous avez trouvé quoi? On a trouvé quoi? On a trouvé donc nous les approches qu'on a mobilisées, en gros il y en avait 2. Il y avait une approche qu'on a basée sur l'élastographie. Donc c'est comme une échographie conventionnelle, sauf que on ajoute une mesure quantitative de dureté du tissu. Donc ça peut être utilisé sur tous les tissus biologiques, mais nous on l'a utilisé sur le muscle. Et l'idée c'était de savoir si le muscle de patient atteint de dystrophie de Duchenne était plus raide, plus dur que la raideur des sujets sains. Donc on a évalué au moins je crois entre 7 et 10
10 muscles des patients. Et en gros, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ces patients ont une augmentation de la raideur musculaire au repos. Et ça, c'était un paramètre important parce que ça avait déjà été fait en actif, mais ça pose des difficultés avec ces patients. Ouais. Et donc là, l'intérêt, c'était de montrer, c'était de tester si ça bougeait aussi au repos à différentes longueurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça bougeait entre des patients à différents stades de la maladie, et puis à 1 an d'intervalle, ça bougeait aussi. Ok. Donc demain, c'est des approches qui pourraient être mobilisées, même si aujourd'hui elles le sont pas. Ouais, non, mais c'est bien. Donc ça, et après l'autre truc qu'on a fait, c'est mesurer ce qu'on appelle un délai électromécanique. C'est le délai entre le début d'activité électrique musculaire et le début de production de force en conditions électrostimulées. Donc là, on envoie une impulsion électrique au niveau du muscle, ça génère la contraction musculaire. Donc c'est complètement indépendant de l'investissement du patient. Et en fait, on regarde le délai entre l'activation et puis la production de force. Donc ça, finalement, ça reflète des mécanismes qu'on appelle de électrochimiques, et puis ensuite de chimique à mécanique. Une fois que la force elle est créée, comment elle est transmise le long du muscle jusqu'au tendon. Et ce qu'on observe, c'est que effectivement, ce délai-là, il est augmenté chez les patients, et donc ce qui traduit d'une altération des capacités, notamment à créer la force déjà, et surtout c'est là où on a eu le plus de différence à transmettre la force le long du muscle, parce que le muscle est complètement désorganisé. Mais aujourd'hui, c'est dommage, hein, c'est pas une happy ending, c'est pas utilisé en clinique parce que pour le moment, c'est des mesures qui sont, je pense, un peu trop techniques entre guillemets, peut-être un peu trop locales finalement. Et donc là, pour le moment, les évaluations qui sont faites avec ces patients, elles sont plutôt sur des capacités un peu plus globales de production de force, de mobilité, d'autonomie, etc. du patient, de marche. Okay. Donc, mais peut-être que dans le futur, ce sera utilisé. Ouais. Et est-ce qu'il y a un lien, tu disais du coup, entre ce délai électromécanique qui est allongé chez ces patients-là, avec, tu parlais de raideur avant, de muscles au repos, et tu disais que même en actif, il était plus raide que les populations contrôle. Est-ce qu'il y a un lien entre la raideur et le délai électromécanique allongé, ou non? Alors on n'a pas identifié, parce qu'en fait le problème c'est que théoriquement, si la raideur d'un tissu est augmentée, normalement la force elle devrait se transmettre plus vite. Ouais. Mais sauf que là le problème c'est que on va dire l'augmentation de raideur elle est entre guillemets elle est pas physiologique, parce que en fait c'est à l'intérieur du muscle qu'il va y avoir des infiltrations de tissus graisseux et collagéniques. D'ailleurs, c'est un peu une difficulté parce que le tissu graisseux, lui, il a tendance à diminuer la raideur. Okay. C'est pour ça que ça marche bien, mais finalement un peu moins, moins que ce qu'on espérait. Et donc, mais théoriquement, ça devrait ça devrait accélérer la transmission de la force le long du muscle et du tendon. Sauf que comme c'est incroyable, hein. Vous faites une échographie d'un patient atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne. Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai fait. J'ai regardé mon directeur de thèse. J'avais déjà vu des articles, mais je l'avais jamais fait moi-même. Je regarde mon directeur de thèse qui était à côté en train de me regarder, et j'ai dit waouh. Je me suis dit mince, soit il y a un problème sur l'écho, soit et non, c'était effectivement que l'atteinte, il y a vraiment la fragilité membranaire induite par la pathologie entraîne une déstructuration complète du muscle, et donc l'organisation qu'on a l'habitude de voir à l'écho sur des sujets sains, on la retrouve pas du tout, quoi. C'est impressionnant. Et du coup, quand tu pars à l'INSEP, quel rôle tu as là-bas, et qu'est-ce qui te fait partir là-bas et quitter ta région natale? Déjà pendant ma thèse, je te l'ai dit, on a fait ces évaluations, on les a aussi faites sur des sujets sains, puis on les a appliquées à des contextes. Par exemple, est-ce que la raideur elle est changée quand on a des courbatures? Donc quand on fait par exemple une séance intense de force max excentrique, qui génère des courbatures, est-ce que la raideur est changée? En fait, on a fait cette manip pendant ma thèse à l'INSEP. Et puis historiquement, le laboratoire motricité interaction performance dans lequel je faisais ma thèse a des liens étroits avec le laboratoire sport expertise performance de l'INSEP. Et du coup j'ai fait une étude là-bas. J'ai rencontré Gaël Guillem, qui est actuellement le directeur du laboratoire CEP à l'INSEP. Et du coup ça s'est super bien passé. Et puis on a continué de bosser ensemble sur plusieurs projets un peu connexes à la thèse, mais à côté de la thèse, quoi.
Et du coup, c'est bien tombé, hein. Il y a eu un poste qui s'est ouvert de chercheur en bioméca, et donc j'ai candidaté et ça l'a fait parce que j'ai toujours été intéressé par la performance sportive, qui plus est de haut niveau. Et du coup, à la fois je savais où je mettais les pieds en termes humains, je savais avec qui j'allais travailler, j'avais envie de travailler avec eux. Et puis, en tout cas, je savais ce qui m'attendait d'un point de vue plus des attentes professionnelles. Et donc pour moi c'était super, surtout que j'avais eu l'opportunité, j'avais pas soutenu ma thèse, que j'avais eu le poste, donc c'était une super transition. Et en gros, j'assurais quand on est chercheur là-bas, on assure 2 missions. Une mission, on appelle ça d'accompagnement scientifique à la performance. Donc on accompagne les sportifs et staff des équipes de France des disciplines olympiques sur différentes questions en lien avec notre expertise. Donc personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'était beaucoup d'évaluation des qualités musculaires, de force max, de puissance, de vitesse. Et puis proposer ou accompagner les entraîneurs au développement de ces qualités. Donc moi, c'est ce que j'ai fait principalement. Et puis une deuxième fonction qui est une fonction de chercheur, hein, donc de créer de la connaissance scientifique. Donc moi, je me suis particulièrement intéressé, j'ai étroitement collaboré avec Gaël Guillaume là-dessus, sur les facteurs qui contribuaient à la survenue d'une blessure aux ischio-jambiers, notamment le lien qu'il peut y avoir entre la raideur musculaire et la survenue de blessures musculaires. On va dire que j'avais un peu des œillères associées à ma thèse. J'ai fait beaucoup, j'avais développé une expertise autour de l'évaluation de la raideur, donc j'étais un peu raideur centré. Je me suis dit, c'est ça, si on est trop raide, c'est ça qui va faire qu'on va se blesser, etc. Donc on a fait pas mal de choses en lien avec ça, et puis au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en fait, c'est sûrement plus complexe que ça. C'est multifactoriel, et du coup, voilà, j'ai un peu ouvert les yeux sur les autres choses qui gravitaient autour des sportifs pour finalement mieux comprendre les risques de survenue de cette blessure. Mais voilà, 2 fonctions: accompagnement scientifique à la perf sur l'évaluation des qualités musculaires, et puis fonction de recherche plutôt orientée prévention de la blessure. Ouais, super. Et pour revenir justement sur les facteurs contribuant à la lésion des ischio-jambiers, maintenant que t'es plus, comme tu disais, plus que dans la raideur, avec du recul, qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui influence qu'est-ce qui augmente le risque de ces lésions-là? Pour moi, déjà, il y a un premier paramètre qui est important à maîtriser, c'est la charge d'entraînement. Déjà, maîtriser la charge externe d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on impose aux athlètes? Et en réponse à cette charge externe, on va avoir une charge interne. Si nous deux, on fait le même entraînement avec la même charge externe, on n'aura pas tous les deux la même réponse. Par exemple, je pars du principe que ça va me coûter un peu moins. À moi, peut-être ça va me coûter un peu moins, et toi, peut-être ça va te coûter un peu plus. Je suis pas sympa. Pour une charge externe donnée. Et du coup, si on répète ces efforts-là, que ce soit dans la séance ou dans la semaine ou entre les semaines, théoriquement, moi, cette charge d'entraînement externe, je vais mieux l'assimiler, on va dire, mieux l'accepter. J'aurai probablement moins de courbatures, j'aurai plus de capacité à récupérer parce que j'aurai à chaque séance une atteinte moins profonde des tissus, un coût biologique un peu moins grand. Et du coup, je pense que ça permettra de réduire mon risque de me blesser. Donc pour moi, première chose, c'est comment je m'entraîne et comment je réponds à cet entraînement. Et comment je réponds à cet entraînement, ça dépend de mes caractéristiques. De mes caractéristiques anthropométriques, sur ce qui est important sur la blessure, par exemple, de mon âge. On sait que l'âge est un facteur de risque. Est-ce que j'ai déjà eu une blessure musculaire avant? On sait que ça multiplie considérablement le risque d'en développer une seconde. Et puis après, sur ce qui est modifiable, donc la force maximale excentrique. Donc on sait que la force maximale excentrique à vitesse lente, ou si on peut la tester à vitesse rapide, je pense que cette capacité à créer de la force à vitesse lente en excentrique, c'est un facteur, en tout cas il y a des études qui le suggèrent, que c'est un facteur en tout cas intéressant pour réduire le risque
de se blesser. Donc plus je suis fort et moins je vais avoir de risque de me blesser. Ouais. Ensuite, évidemment, en lien avec la charge interne associée à une charge externe, bah, ça va être aussi quelle est ma cinématique. Comment, dans l'activité, comment je bouge. Sur le sprint, par exemple, bah, comment je cours. Est-ce que je suis indéformable? Est-ce que mon bassin est bien placé? Est-ce que je cours en antéversion, rétroversion? Ou est-ce que je vais poser mes appuis par rapport à par rapport à mon centre de gravité? En fait, tous ces facteurs-là, plutôt techniques, on va dire, ou cinématiques, vont aussi influencer le risque de se blesser. Donc évidemment, c'est multifactoriel. Donc je dirais qu'il y a d'abord la charge externe. Comment on fait face à cette charge externe via, donc c'est la résultante, c'est notre charge interne qui est expliquée par nos caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles sont aussi évidemment influencées par ce qu'on a réalisé auparavant. Donc par exemple, le fait de s'exposer à des sprints répétés, le fait de s'exposer, des sprints à haute vitesse répétés, avec un certain volume, et le fait de s'habituer à réaliser des contractions maximales intenses à des longueurs au moins intermédiaires voire élevées, tout ça en fait ça crée un potentiel qui va me permettre de mieux absorber cette charge externe et du coup être moins à risque de me blesser, quoi. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et justement par rapport à cette charge externe et comment l'athlète, le sportif ou le patient la gère, est-ce qu'il y a aussi, on va dire, un facteur génétique, tu vois? Est-ce que si tes parents faisaient des lésions musculaires à répétition dès qu'ils sprintaient, ça forcément, toi, si on t'applique une charge externe importante avec on va dire, cette génétique-là, est-ce que tu risques de faire plus facilement des lésions musculaires aussi ou pas? Je pense que si t'as pas de stratégie de prévention adaptée, c'est possible que tu augmentes les risques. Moi, ça fait partie de mes travaux un peu de dire que il y a des gens qui ont des manières de bouger, des manières d'utiliser leurs muscles qui peuvent augmenter les risques. Mais je pense que c'est absolument pas une fatalité. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que, par exemple, quand je fais de la force max excentrique à des longueurs intermédiaires ou élevées, que ce soit du nordique ou d'autres exercices, je progresse en force max excentrique, je progresse en plein d'autres trucs qui n'ont pas été mesurés, peut-être le RFD, la capacité à activer ses muscles, etc. Et puis aussi, je progresse d'un point de vue plus local, architectural. Je vais avoir une augmentation de la longueur des faisceaux, par exemple, une relation couple-angle qui va se déplacer vers la droite. Donc, je développe mes capacités de production de force à longueur élevée. Et du coup, tout ça s'adapte plus ou moins vite en fonction des gens. Mais je pense que dans tous les cas, si on met en place ce genre de contenu et pour côtoyer certains staffs qui font ça et qui font ça bien, ça marche bien, quoi. Super, c'est top. Après, ça enlève pas qu'il y a des prédispositions un peu génétiques quand même, peut-être en fonction de tout ça, à en développer ou pas, quoi. Ouais. Donc même si t'as beau t'entraîner, alors peut-être que l'entraînement est plus fort que la génétique, sûrement. Mais c'est vrai que il peut peut-être y avoir des prédispositions importantes. Ouais. Et, je comprends. J'ai pas vu d'évidence scientifique. Enfin, il y a quelques travaux, j'ai déjà vu, mais je les ai pas lus en détail, qui montrent qu'effectivement il peut y avoir un génotype associé à la survenue de la blessure. Mais franchement, je pense que finalement on peut être prédisposé, mais en fait celui qui s'entraîne et qui met en place des contenus d'entraînement qui sont adaptés à ses caractéristiques pour justement réduire les risques, je pense que lui il aura probablement moins de risques que quelqu'un qui a pas de prédisposition mais qui fait rien, quoi. C'est clair. Donc la plasticité du système neuromusculaire est tellement grande que normalement quand j'impose des contraintes et que j'ai des adaptations associées à ces contraintes, normalement ça marche assez bien, quoi. Le système il est plutôt bien fait. Carrément, top. Et Lilian, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est la coordination intermusculaire, s'il te plaît? Alors la coordination intermusculaire ou la coordination musculaire comme je l'entends, c'est la répartition, la distribution des forces entre des muscles qui
qui croisent la même articulation ou qui partagent les mêmes fonctions. Donc, c'est la répartition des forces entre les muscles. Ça, c'est ce qu'on appelle la coordination musculaire, qu'on distinguera de la distribution de l'activation musculaire, parce que tu le sais sûrement et les auditeurs le savent sûrement, mais l'activation n'est pas représentative de la force produite par les muscles. Et donc l'activation, là tu parles de mg du coup pour le mesurer? Alors, c'est ce qu'on utilise le plus pour illustrer l'activation musculaire, effectivement. On utilise souvent le MG de surface. Il y a eu d'autres approches qui ont été utilisées ou qui sont utilisées par d'autres équipes, mais on va dire que l'approche de référence, c'est l'électromyographie de surface. Et donc, l'électromyographie de surface va renseigner, on dit plutôt de l'excitation musculaire. Donc, c'est l'intensité de la commande qui est envoyée au muscle. Et après, avec les phénomènes électrochimiques, cette excitation, elle devient ou non activation en fonction des propriétés du muscle, propriétés de la membrane notamment, et du couplage excitation-contraction. Mais globalement, on peut faire un peu le raccourci de quand je mesure l'activité EMG, que je la normalise par rapport à une activité électrique maximale, je suis capable de dire, en tout cas j'estime un pourcentage d'activation. Est-ce que mon muscle est à 0 ou à 100% d'activation? 100% signifie que toutes ces fibres musculaires sont recrutées et sont recrutées à des fréquences de décharge maximale. Top. Et justement, pour revenir sur la coordination musculaire, alors à quoi ça sert d'avoir une bonne coordination musculaire? Quelle est la résultante si tu as une bonne coordination musculaire en termes de force? Alors déjà, aujourd'hui, je suis franchement, pour pourtant travailler dessus depuis quelques temps, je suis pas capable de te dire si je te passe au labo et que je mesure ta coordination, je suis pas capable de te dire si tu as une bonne ou une mauvaise coordination musculaire. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour dire la coordination musculaire qui favorise la perf, qui réduit les risques de blessures, c'est ça. Franchement, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Mais par contre, on est capable de dire. Par contre, il y a quand même on va y revenir peut-être après, mais il y a quand même des travaux, des choses qu'on a faites là qui suggèrent qu'il y a certaines coordinations, par exemple, qui augmentent la quantité de courbature, par exemple, vers un muscle ou vers un autre muscle, et même certaines distributions de l'activation qui vont ou certaines coordinations musculaires qui vont favoriser, qui auront un impact fonctionnel plus grand, genre une chute de force 2 jours après l'exercice qui va être plus grande. Donc on commence à en savoir un peu plus, mais je suis pas capable de dire qu'il y a une coordination musculaire plus adaptée qu'une autre aujourd'hui. Ce qu'on sait juste, et ça on le sait depuis quelques années sous l'impulsion de mon directeur de thèse, mon ancien directeur de thèse François Hugues, qu'il y a une signature d'activation musculaire, une signature individuelle d'activation musculaire ou une signature individuelle de coordination musculaire. Parce que si qu'on mesure l'activation, qu'on mesure la force, en fait, chaque individu est unique d'un point de vue de l'utilisation de ses muscles. Donc, si on fait simple et qu'on parle d'activation musculaire, on s'aperçoit que pour une tâche donnée, pour une gestuelle identique et une intensité de l'effort identique, chaque individu va utiliser ses muscles de manière différente. Par exemple, je fais un nordique, certains vont beaucoup utiliser le semi-tendineux, et puis un peu moins les autres. D'autres vont plutôt utiliser, par exemple, le biceps, et puis un peu moins les deux autres. D'autres vont avoir des stratégies un peu plus équilibrées. Et donc ça, c'est vraiment purement individuel. C'est ouf. Et est-ce que ça dépend justement des antécédents? Est-ce que ça dépend de ton activité, c'est-à-dire un footeux, je sais pas, par rapport à un sprinter ou quoi, tu vois, de quoi ça dépend cette signature-là individuelle? Je suis désolé, hein, je vais pas être encore, je vais pas apporter grand-chose encore. Franchement, aujourd'hui, on sait pas. D'accord. On a des théories, on a des théories, mais sur certains groupes musculaires, par exemple sur les mollets, entre le gastromédial, gastrolatéral, sur le vaste latéral, vaste médial, donc des muscles qui partagent strictement les mêmes fonctions.
Oui. On sait que le déséquilibre d'activation, donc le muscle que je vais favoriser par rapport à l'autre, donc est-ce que, par exemple, j'utilise beaucoup mon vaste latéral par rapport à mon vaste médial, bah, c'est étroitement corrélé à mon déséquilibre de capacité de production de force. Donc, si je la fais simple, à mon déséquilibre de volume entre les deux chefs. En gros, si j'ai un volume très gros, si mon volume de VL est beaucoup plus gros que mon volume de VM, de vaste médial, eh bien, je vais avoir tendance à plus activer mon vaste latéral que mon vaste médial. Ouais. Tu vas... Et ça, en fait, ça s'explique assez bien d'un point de vue physiologique. C'est qu'en fait, un muscle plus gros, Ouais. si tu l'actives, en fait, pour une activation donnée, il va produire plus de force qu'un muscle qui est petit. C'est clair. Et en fait, souvent, le système neuromusculaire, il cherche à réduire le coût métabolique associé aux contractions musculaires. Il va au plus simple, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf. Et donc voilà. Et par contre, ça marche pas sur les ischios. Ça marche pas sur les ischios. Et c'est-à-dire alors que ça marche pas sur les ischios? Donc aujourd'hui, sur les ischios, on sait pas. Wow. Ça veut dire que j'ai un collègue, Simon Avrillon, qui a fait sa thèse à l'INSEP, maintenant qui est à l'Imperial College à Londres, et lui, il a comparé pendant sa thèse. Enfin, il a fait pas mal de trucs. Il a comparé. Enfin, justement, il a fait ça. Il a regardé la distribution. Je la fais simple, hein, c'est pas exactement ça. Il a regardé la distribution des volumes musculaires au sein des ischio-jambiers. Donc, dans quelle mesure mon vaste médial, il est plus gros que mon vaste latéral, par exemple? Dans quelle mesure mon vaste médial, quelle est la contribution de mon vaste médial par rapport à l'ensemble des ischios? Est-ce qui représente, par exemple, 30% de ma masse totale des ischio-jambiers ou de mon volume total des ischios? Ou est-ce qu'il représente que 10%? Donc, en fait, on voit qu'entre les gens, il y a des grosses différences. Et pour autant, c'est pas parce que tu as un vaste médial super gros par rapport aux autres que tu vas favoriser son activation. Donc cette corrélation, ils l'ont pas retrouvée sur les ischios. Alors que sur le triceps, sûrement parce que c'est plus complexe, parce qu'en fait les ischios, voilà, alors que sur gastromédial latéral, vaste latéral, c'était observé. Mais attention, c'est carrément plus complexe sur les ischios parce que en fait ils partagent pas exactement les mêmes fonctions. Ok, ils vont faire l'extension de hanche, la flexion de genou, mais le médial, enfin le compartiment qu'on appelle souvent médial, la SMST, il est rotateur interne, le BF il est rotateur externe. Ils ont des architectures très différentes, alors que c'est pas le cas, c'est moins le cas pour GMGL et puis pour VMVL. Et on sait que l'architecture musculaire influence aussi le coût métabolique de la contraction. Genre, ça coûte plus d'énergie d'aller activer un muscle avec des faisceaux musculaires qui sont longs, comme le semi-tendineux, par exemple. Donc, en fait, c'est hyper complexe. C'est génial. C'est ouf. Et je reviens sur cette signature. Je sais pas si c'est génial parce que. Vous avez du boulot pour quelques années, c'est bien. Ouais, ça va, ouais. Là-dessus, je suis pas trop inquiet. Ouais. Et est-ce que cette signature individuelle, tu vois, alors en reprenant VLVM, est-ce que c'est sensible à l'entraînement? C'est-à-dire si tu récupères du volume, on disait tout à l'heure VL est plus volumineux que VM, et si via de l'entraînement et tout ça, tu arrives à cibler un peu plus de VM et à prendre un peu plus de volume sur VM, est-ce que ta signature, elle va changer, ou est-ce que ça va mettre beaucoup plus de temps parce que c'est vrai que en fait il faut envoyer sur VL? C'est une super question, et c'est une question à laquelle on a voulu répondre dans la thèse d'un étudiant que j'ai encadré avec François Hugues, encore une fois, qui s'appelle Julien Rossato, et c'était le projet initial de faire ça. Et en fait, il y a eu le Covid entre-temps. François Hugues s'est intéressé à d'autres approches qu'on appelle d'électromyographie de surface à haute densité pour aller caractériser le comportement des unités motrices qui sont, des motoneurones qui contrôlent qui est le centre de contrôle de l'unité motrice. Et du coup, il est parti. On a modifié complètement l'orientation de la thèse, et du coup, on est parti là-dessus. Donc cette question, elle est laissée sans réponse aujourd'hui. D'accord. Pour l'instant, ok. Bon, c'est ouf. Et
En parallèle de ça, Mais vas-y. j'ai envie d'y croire, moi. J'ai envie d'y croire. J'ai envie. Ouais. J'ai envie d'y croire. Là, on est en train de faire un truc. Je sais pas si on pourra y répondre, mais si. En fait, normalement, là, on est en train de faire une étude là avec un étudiant en thèse sur les ischios cette fois-ci, mais où on induit une hypertrophie des ischios. Ok. Et donc, c'est sûr qu'on va induire des hypertrophies qui vont être différentes entre les gens. Oui. Et du coup, là, on va mesurer la distribution de l'activation, on va dire la distribution de l'activation. Oui. Et du coup, on pourra, je pense, répondre à cette question, c'est-à-dire si un individu a augmenté la contribution structurelle, donc a augmenté la contribution du volume, par exemple, du VM par rapport aux autres, du SM, pardon, du seuil membraneux par rapport aux autres ischios. Est-ce que effectivement l'activation de ce muscle-là va être renforcée? Ça, on va pouvoir y répondre, mais pour le moment dans la littérature, à ma connaissance, il y a pas la réponse. Mais si je devais mettre en place des trucs en pratique, si j'étais kiné par exemple, je pense que je partirais de ce principe-là. Ouais. Ça paraît logique, c'est vrai en pratique quoi. Après à vérifier justement au niveau scientifique et avec voilà des études de qualité quoi. Et en parlant de ça, tu développes aussi une approche d'estimer les contraintes imposées aux muscles lors d'un effort musculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça marche? Ouais. Alors, donc ça, c'est un processus, une démarche d'innovation dans laquelle je me suis inscrite il y a un peu plus d'1 an et demi. En fait, le constat, il est simple. Enfin, je suis parti de ce constat-là. C'est pas exactement la démarche, mais c'est un peu comme ça que je le décris. C'est aujourd'hui, il y a des millions de personnes en France, il y a quasiment 10 millions de personnes qui courent au moins une fois par semaine et qui portent une montre connectée pour mesurer ce que leur a coûté la sortie de course à pied. Donc ils mesurent ce qu'on appelle la charge externe, donc ce qu'ils ont réalisé, puis ils mesurent ce que ça leur a coûté, notamment les calories qu'ils ont dépensées, la fréquence cardiaque associée à la sortie, etc. Donc ils ont une charge interne face à cette charge externe, d'un point de vue une charge interne qu'on va appeler plutôt cardiovasculaire. Et en fait, moi, le constat que j'ai fait, c'est que il n'y a pas l'équivalent pour le muscle. On n'a pas un cardio-fréquence-mètre du muscle. On n'est pas capable de dire, tiens, je vais faire de la muscu ou je suis sur un terrain de foot et je me tape un entraînement de foot. Ça m'a coûté combien finalement de faire cet entraînement-là? Je suis pas capable à la fin de l'entraînement de dire, franchement, là, au niveau musculaire, c'était 70% musculaire, 90% par rapport à mes capacités musculaires. Et donc, en lien avec ça, et puis en lien avec les activités de recherche qu'on a évoquées là, et puis quelques autres, je me suis dit, je pense que c'est super intéressant de développer une approche qui permette donc d'avoir cette charge interne musculaire, donc de savoir dans quelle mesure j'impose certaines contraintes musculaires et je peux être capable à la fin d'une tâche physique, peu importe sa durée, peu importe sa nature, de dire le muscle est à X% de son max, X% de son max. Et pour ça nécessite en fait de combiner 3 facteurs. Donc ça, c'est une approche qu'on a brevetée. On a déposé le brevet en juillet 2023. Et en gros, on combine 3 facteurs. C'est très simple. C'est quelle est l'activation du muscle dans la tâche donnée, de 0 à 100%. Et ensuite, à quelle longueur le muscle agit. Est-ce qu'il est étiré, pas étiré? Donc à quelle longueur il est par rapport à sa longueur optimale. Donc chaque muscle, d'ailleurs cette longueur optimale, elle peut être différente pour un angle articulaire donné. Par exemple, la longueur optimale entre le semi-membraneux, semi-tendineux et le biceps, pour un angle, une configuration hanche-genou donnée, elle est différente entre les ischios, entre les 3 chefs. Et donc on va on va estimer à quelle longueur le muscle agit. Et enfin, on va estimer la vitesse de mouvement. Parce que si je fais un mouvement, si j'ai une activation maximale et que le mouvement il est rapide, en fait j'ai produit peu de force. Par contre, si j'ai une activation maximale, je parle en concentrique. Donc j'ai activé mon muscle de manière maximale en concentrique à une vitesse élevée, du coup j'ai produit peu de force. Par contre, si j'ai activé de manière maximale et que la vitesse elle était lente, ça veut dire que la charge elle était élevée et donc que la force produite elle était élevée.
Et donc par rapport aux contraintes maximales que je suis capable d'imposer aux muscles, je vais être à une valeur très élevée, proche de 100%. Et pour donner un dernier exemple, ça signifie que quand j'active mon muscle de manière maximale, à des longueurs élevées, à des vitesses de contraction excentriques élevées, Oui. Mon indicateur, il est au maximum. Et on sait très bien que c'est là que le muscle pète très souvent. Donc l'idée, c'est de dire, on va quantifier cette charge interne musculaire et puis on va la suivre dans le temps pour une charge externe donnée. C'est ouf. Et ça veut dire que on va dire les gens qui utiliseront ça, ils seront obligés de porter des capteurs, ou tu vois, comment tu fais, c'est un bilan au début et après t'estimes en fonction de ce bilan et en fonction de la course à pied, du kilomètre et des... Ouais. Donc en fait, on est dans une démarche entrepreneuriale. Je suis accompagné, j'ai deux associés. J'ai Kevin Katkamara, qui est un ami à moi, qui a eu beaucoup d'activités entrepreneuriales en France et à l'étranger. Et je suis aussi associé avec Délice Aou, qui est le cofondateur de MadUp, donc la startup de Blood Flow Restriction. Ouais. Et donc on est tous les trois dans cette démarche d'innovation, à la fois scientifique sur les aspects que j'ai évoqués juste avant, et puis plutôt technologique, parce qu'en fait cette approche-là, on va l'intégrer dans du textile. Et donc on va travailler avec une équipe qui est à Lille, qui est spécialisée dans le textile intelligent. Et donc en fait demain, on espère avant l'été, on aura un prototype. Et en fait, du coup, le premier prototype, ce sera un short qui embarque donc de l'EMG de surface et des centrales inertielles. Oui. Ces centrales inertielles, elles nous donneront accès aux longueurs musculaires et aux vitesses de contraction. Alors, ça nécessite, j'en parle pas, mais ça nécessite ce qu'on appelle une modélisation musculo-squelettique, parce que entre des angles articulaires et des vitesses articulaires, après, pour retomber sur des longueurs musculaires, etc., ça nécessite de faire pas mal d'étapes. Mais en gros, pour la faire simple, c'est un textile avec pas mal d'électrodes EMG pour pouvoir reconnaître les muscles automatiquement, pour pouvoir, si le gars il met pas hyper bien son short, quand même identifier les muscles qui nous intéressent avec une petite phase de calibration assez courte. Et puis donc ça c'est pour l'EMG. Et puis ensuite d'avoir les contraintes articulaires, donc de longueur et de vitesse, pour savoir finalement quand le muscle était activé, il était activé dans quelles conditions, pour pouvoir estimer une charge interne musculaire propre à chaque muscle, et puis aussi mesurer une charge externe, donc ce qui a été réalisé par le sportif. C'est énorme, hein. Ouais, j'espère que ça va marcher. En tout cas, on va tout faire pour. On est bien accompagné, en tout cas, pour pouvoir faire ça. Ouais, puis ça a l'air d'être un beau projet. Et Lilian, justement, t'as une de tes thématiques aussi favorites, c'est la tendinopathie d'Achille. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as étudié là-dessus et ce qui en ressort? Ouais, alors ça fait quand même maintenant quelques années que, même si je pense que je vais, comme on dit, je vais remettre le bloc de chauffe et je vais refaire des trucs, parce qu'il y a, je pense, des choses intéressantes à faire, notamment en lien avec le développement de ce textile sur justement mieux comprendre l'étiologie de cette pathologie, et puis mieux la rééduquer, mieux la prévenir, mieux la rééduquer. Mais en fait, ce qu'on a fait là-dessus, c'est notamment la thèse de Marion Crousier, qui est kiné, docteur en STAPS, qui est maintenant maître de conf à Nantes Université, à l'UFR STAPS avec nous. Et en fait, ce qu'on a démontré dans sa thèse, c'était que des patients qui souffraient d'une tendinopathie d'Achille, démontraient des distributions des forces, donc des coordinations musculaires, au sein du triceps sural, différentes de sujets qui ont les mêmes caractéristiques mais qui ne souffrent pas de tendinopathie d'Achille. En gros, chez les patients atteints de tendinopathie d'Achille, on a une diminution significative de la contribution du gastro-latéral. En gros, le gastro-latéral, il dort un peu chez ces patients-là. Il est moins impliqué dans la production de force. Et donc, l'hypothèse qui est associée, c'est de dire que si j'ai une force à produire,
j'ai 3 muscles et dans un cas, j'en ai un qui fait pas grand-chose, bah, ça veut dire que les contraintes, elles sont réparties sur les 2 autres. Ouais, Et donc, si je cours 3 fois par semaine et que je mets la charge que sur 2 muscles ou de la mettre sur 3, bah, il y a des chances que ces tissus-là aient besoin de plus de temps pour se régénérer, etc. Et que si c'est pas le cas, bah, du coup, ces patients-là puissent développer potentiellement des troubles musculo-squelettiques en partie à cause de ça. Oh, c'est ouf. Oh, c'est passionnant encore ça. Et Lilian, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes mentors, les gens avec qui tu es, on va dire, toujours en contact, ou les gens qui t'inspirent? Ouais, franchement, c'est un peu cliché, mais bah, mon ancien directeur de thèse, François Hugues, donc François Hugues qui est professeur des universités, qui est maintenant à Nice, à l'UFR-SAPS de Nice. Franchement, c'est mon mentor, même si franchement, aujourd'hui, je travaille un peu avec lui, mais pas beaucoup. Bah, en fait, il m'a beaucoup inspiré dans sa manière de travailler, dans son investissement, dans la qualité de ce qu'il faisait, enfin, dans la qualité de ce qu'il fait. Et en fait, sa manière de voir la recherche, c'est-à-dire très spécifique, c'est-à-dire, enfin, très spécialisé plutôt. C'est de dire, bah, en fait, je vais construire ma thématique de recherche. Je vais essayer de répondre à des questions scientifiques bien identifiées dans une thématique et je vais me spécialiser là-dedans et je vais construire avec plusieurs briques, bah, finalement une manière de répondre aux questions scientifiques que je vise, quoi. Et en fait, lui, il fait ça et aujourd'hui, je tends vers ça. J'ai vraiment une question, enfin, on va dire, une question principale scientifique. Et en fait, je mets plein de briques autour pour essayer d'y répondre. Et en fait, j'aime beaucoup cette manière-là de travailler plutôt que, je dis pas que c'est pas bien, mais d'être sur plusieurs domaines à la fois, de viser des choses assez différentes. Moi, c'est pas ce qui m'excite le plus. Donc, lui m'a beaucoup inspiré, François Hugues, pendant ma thèse et même encore aujourd'hui. Hein, ça va faire 10 ans l'année prochaine que j'ai soutenu ma thèse et à chaque fois que j'ai des échanges avec lui ou que je vois comment il travaille, je me dis c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Et après, à l'international, c'est Brad Schoenfeld. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le connais pas, mais je le suis parce qu'il est très actif d'un point de vue des publis, à la fois auprès de la communauté scientifique, mais aussi, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il diffuse les infos à la communauté aussi sportive, les gens qui s'entraînent ou même les gens qui s'entraînent pas mais qui veulent être en bonne santé. Et en fait cette capacité à diffuser voilà à tous la connaissance scientifique par différents canaux, hein. Ça peut être sur Insta, ça peut être sur d'autres trucs. Bah, en fait, je trouve ça génial. J'ai vu quelques interviews qu'il a faites et j'adore sa posture, voilà. Et voilà, donc c'est vraiment les 2 personnes, on va dire, si je la fais courte, qui m'inspirent. Super, super. Et est-ce que tu as des livres, justement, alors que ça peut être de performance, de sport ou autre, voilà, que tu relis de temps en temps ou que tu vas piocher dedans de temps en temps? Ouais, il y a un bouquin, franchement, c'est un peu bête parce que c'est genre des éditions STAPS pour les étudiants, mais il s'appelle Éléments de mécanique musculaire par Goubel et Francis Goubel et Lancel Corbel. Et c'est franchement, je trouve c'est la base de la bioméca musculaire. Et en fait, même aujourd'hui, bah ça fait pourtant un moment que je suis là-dedans. Bah, je vais relire régulièrement pour essayer de comprendre certaines choses, et je trouve que quand tu l'as lu, que t'as compris les grands principes, etc., bah, t'as capté quand même pas mal de choses sur le mouvement humain, quoi. 35 balles à la Fnac, un truc comme ça, Ouais. et franchement... Et si on veut te poser des questions ou te joindre, comment on peut faire? Le mieux, c'est LinkedIn. Après, sinon, Lilian Lacourpaille sur Google, vous avez mon mail de l'université de Nantes, vous pouvez me contacter par mail, mais après, LinkedIn, ça me va très bien. Franchement, je reçois des notifs, j'y vais régulièrement, donc ça me va aussi. Super, super. Et Lilian, pour terminer, comment tu construis ton propre haut niveau? C'est pas facile comme question, mais déjà, moi, ma règle numéro 1, se référer toujours à la règle numéro 1, c'est s'entourer des gens avec qui on a envie de travailler. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a été inculqué par François Hugues. C'est voilà, franchement, moi, je suis dans cette démarche-là. Je vais chercher et je travaille avec des gens que j'apprécie, avec qui j'aime passer du temps et avec qui j'ai envie de travailler. Donc c'est la première chose.
C'est le prérequis. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est s'entourer de gens plus intelligents que soi, si possible. Donc moi, franchement, j'ai pas trop de mal à trouver. Et s'ils sont pas plus intelligents que toi, eh ben, il faut se référer à la règle numéro 1. Donc au moins que ce soit des gens avec qui t'aimes bien passer du temps, des potes ou enfin des gens avec qui t'es bien, quoi. Et en fait, souvent, ça génère des raisonnements et des choses qui sont intéressantes. Et après, dernier truc aussi, c'est, je trouve, moi, c'est un peu ma manière de travailler, c'est j'adapte l'énergie que je mets dans les demandes. Je l'adapte, c'est-à-dire que il y a des choses, je juge que ça sert à rien de chercher à atteindre la perfection sur ce truc-là, donc je vais faire assez vite. Et puis il y a d'autres choses où là, je sais qu'il faut que ce soit nickel. Donc du coup, j'adapte vraiment l'énergie que je mets dans les choses en fonction de ce qui est nécessaire. C'est énorme. Et tu le sais, dès le début, tu prends, entre guillemets, ta décision de manière consciente en te disant, voilà, j'ai 5-6 projets. Le premier, voilà, il me plaît beaucoup, ça va demander beaucoup d'énergie, je sais que je vais y consacrer. Ou alors ça se fait un peu, entre guillemets, au feeling et tu voilà, c'est inconscient, mais juste, voilà, tu sais que là, t'es pas à fond parce que le projet, il te passionne un peu moins, quoi. Ouais, franchement, c'est au feeling. C'est au feeling, c'est au feeling. Si je dois le conscientiser quand même, je suis capable de me dire, non, vas-y, c'est bon, ça, on va pas se casser la tête, c'est bon, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Donc, je pense que c'est inconscient, mais si je dois y revenir et réfléchir au truc, je suis capable de le dire, quoi. Ouais, super. Lilian, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une bonne journée. On a vu le champ de recherche dans lequel tu évolues et que, en fait, il y a encore plein de choses à aller voir. Donc, écoute, bon courage pour ça aussi. Ouais. Merci beaucoup. J'espère qu'on fera un podcast dans 5 ans et que je te dirai pas les mêmes choses et que j'aurai d'autres choses à apporter. C'est clair. Merci beaucoup. Salut Lilian. Ciao. Allez, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.